Comme plutôt, je suis plutôt diplomate, je suis partout. Je suis fac, CHU et Institut national et université aussi. En tout cas, merci pour la Société marocaine de chirurgie pour l'invitation. Euh, le sujet est éminemment intéressant, c'est vrai, mais on va dire que l'oncologue médical est plutôt au second plan. Donc la présentation ne va pas être quelque chose de révolutionnaire, on va plutôt parler de stratégie que de protocole. J'aurais tendance à dire que M. Marc Pocard a fait une réelle cytoréduction à ma présentation, vu qu'il a déjà parlé un peu de chimiothérapie, et tant mieux, puisque ça montre l'intérêt justement de la collaboration multidisciplinaire. En tout cas, quel est le but des soignants de façon générale? C'est de ne pas rater des situations qui soient potentiellement curatives. Alors c'est vrai que le champ d'expertise de l'oncologue, c'est plus les lésions d'origine digestive et gynécologique. Euh, Certaines pathologies rares, on les voit pas très souvent, comme le mésothélium. Et puis, on a tendance à prendre la main en situation palliative, même en situation palliative, le rôle du chirurgien, à mon avis, il n'est pas nul, puisqu'on discute souvent, par exemple, certaines situations comme l'occlusion ou la conduite à tenir face à des malades qui sont relativement assez fatigués. Lorsqu'on voit la courbe justement des survies par rapport aux patients qui ont une carcinose d'origine digestif et qui sont traités par cytoréduction plus CHIP, on voit que la courbe en bas, c'est celle de l'estomac qui est pas terrible, en tout cas qui s'individualise plutôt par un pronostic très mauvais, même si ça dépend des équipes qui pratiquent la cytoréduction et la CHIP, et que probablement il y a une place à la CHIP, on a besoin un peu plus de temps pour pouvoir bien la préciser. On a la courbe d'en haut, donc des pseudomyxomes péritonéaux, qui est particulièrement intéressante, et on imagine un rôle d'un traitement systémique relativement assez réduit. Et puis dans le milieu de la courbe, essentiellement le cancer colorectal, qui est l'une des pathologies donc les plus pourvoyeuses d'atteinte péritonéale. Je vais commencer assez malicieusement par les tumeurs de l'ovaire. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie a tendance à donner de bons résultats dans l'ovaire, et je n'allais pas faire le cadeau à mes amis digestifs en commençant d'emblée par les cancers gastro-intestinaux. Sur l'ovaire, juste de façon relativement assez rapide, on est dans une situation où tout stade 3 est potentiellement curable, voire même une partie des stades 4, en tout cas du moins de façon purement théorique. Et donc lorsqu'on voit les survies des stades 3, on voit qu'on tourne à peu près entre 25 et 40%, avec un rôle relativement assez important de la chimiothérapie. Envers une situation parfaitement, on va dire, favorable pour un cancer de l'ovaire stade 3, c'est-à-dire lorsque le chirurgien opère, arrive à faire une chirurgie optimale, à la fois en termes d'organes réséqués, je parle entre autres notamment du curage qui est souvent incomplet dans notre contexte, et le chimiothérapeute vient ensuite, en tout cas l'oncologue médical, pour caser une chimiothérapie adjuvante et minimiser le risque de rechute. Là, les voyants sont au vert, ça ne pose pas un grand problème, quoique c'est une situation relativement assez rare en pratique clinique. On est plutôt sur de l'orange, à savoir une chirurgie incomplète, donc une cytoréduction, des fois par nécessité, parce qu'on ne peut pas tout réséquer, ou juste une simple biopsie. Et donc tout le challenge reste à faire, et donc on a besoin de réduire la taille de la maladie, un rôle qui est dévolu à la chimiothérapie. Quoique, il ne faut pas oublier que le chimiothérapeute doit envisager de passer la main au chirurgien le plus vite possible, puisque le timing de la chirurgie dans ces stades 3 est un facteur pronostic. C'est-à-dire que l'oncologue médical ne doit pas garder le malade ad vita aeternam jusqu'à C6, C9 de chimiothérapie. On en voit quelques-uns qui sont traités de cette façon. Si on arrive à placer cette fameuse chirurgie R0, et donc optimale dès la troisième cure, pourquoi pas? Si on n'y arrive pas, donc on rajoute 3 autres cures. Donc si on y arrive finalement, on rejoint la situation d'une chirurgie optimale complétée par 3 à 6 autres cycles de chimiothérapie. Sinon, on va essayer d'avoir une résécabilité R0 par 3 autres cycles complémentaires. Ceci dit, on va dire que la majorité des répondeurs se situe plutôt à la première partie des cycles de chimiothérapie. Le cancer de l'ovaire est censé être très chimiosensible, et lorsqu'on a une réponse, elle est en général assez précoce. Lorsqu'on n'a pas de réponse à C3, c'est en général assez mal barré, et dans ce cas-là, on risque de ne pas avoir de résécabilité non plus, de chirurgie optimale après la 6e cure. Et dans ce cas-là, on rejoint une situation qui est absolument palliative. Je voulais juste dire un mot par rapport aux anti-angiogéniques. Il y a eu beaucoup
beaucoup de bruit autour des anti-angiogéniques, vu la surexpression du fameux facteur VEGF au niveau de la cite des cancers donc de l'ovaire stade 3 qui sont opérés ou non. Mais en tout cas, les anti-angiogéniques n'ont pas rapporté grand-chose, donc il y a une amélioration modeste en termes de survie des stades 3. Elle s'adresse surtout aux patients donc, pour lesquels on a eu une chirurgie donc des stades 3 ou stade 4, quelques stades 2, avec une chirurgie avec résidu, donc une chirurgie R1 ou R2, et on gagne quelques mois, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. On attaque le cancer colorectal. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas passer à côté de situations qui sont potentiellement curatives, donc certaines carcinoses peuvent être guéries. Et en situation palliative, il faut vraiment traiter les patients au cas par cas et ne pas oublier la qualité de vie, ne pas avoir donc uniquement comme objectif d'améliorer la survie, de plomber le malade par des toxicités qui soient trop importantes. Lorsqu'on voit les séries, donc M. Marc Pocard vous en a parlé, vous en parlera, on voit les résultats à 5 ans dans les séries des centres experts, on voit que ça vaut la peine de se battre par rapport aux carcinoses, bien sûr, chez des malades qui sont sélectionnés d'origine colorectale. Et ici, bien évidemment, on distingue de deux situations. Une situation où le patient est éligible à un traitement curatif, donc en l'occurrence une chirurgie R0, il va avoir une chirurgie, une intervention donc avec une chimiothérapie intrapéritonéale hyperémique plus une chimiothérapie systémique. Le débat, ça serait est-ce qu'on fait une chimiothérapie périopératoire comme on le fait selon le schéma Norlinger pour les cancers coliques avec des métastases hépatiques, ou on fait une sorte de pseudo-adjuvant, c'est-à-dire chirurgie, plus donc chimiothérapie intrapéritonéale hyperémique, et ensuite une chimiothérapie donc pseudo-adjuvante ou adjuvante. Dans les autres situations, on est évidemment dans une situation palliative. Alors, si on s'intéresse au premier bras relativement assez rapidement, on va dire bien sûr l'élément principal qui intervient dans la sélection, c'est essentiellement l'indice de Sugar-Baker, mais ça, donc on en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, et l'éligibilité du patient en lui-même, notamment par rapport à ses comorbidités, par rapport à l'âge. Et donc, en tout cas, c'est une discussion multidisciplinaire, comme ça a été déjà dit. Si on revient sur cette notion de chimiothérapie périopératoire, donc en l'occurrence, on suspecte une carcinose, on suppose que cette carcinose donc, elle est liée à une maladie, donc à un adénocarcinome colique, et on privilégie donc une chimiothérapie périopératoire, un peu comme sur le schéma du Norlinger, comme on fait pour les métastases hépatiques. On n'a pas de série randomisée, mais il semble que cette chimiothérapie périopératoire donne des résultats relativement intéressants sur des études prospectives et rétrospectives. Donc le niveau de preuve n'est pas encore très élevé. En tout cas, c'est une voie à creuser. On pourrait imaginer un essai périopératoire, chirurgie, chimiothérapie intrapéritonéale hyperémique, puis suite de la chimiothérapie versus chirurgie, chimiothérapie intrapéritonéale hyperémique, puis suivi d'une chimiothérapie adjuvante. Seul un essai randomisé de ce type répondrait à cette question. Alors, peut-on espérer des résultats intéressants? Oui, absolument. J'ai choisi cette diapositive parce qu'elle me paraît particulièrement intéressante puisqu'elle rapproche le pronostic d'une maladie péritonéale en situation curative de celle des métastases hépatiques. Bien sûr, on est dans des centres experts et on arrive à obtenir des survies qui sont relativement assez proches. À ce titre, la présence de métastases hépatiques n'est pas une contre-indication absolue à une stratégie curative, notamment pour les patients qui ont quelques petites métastases hépatiques, ne mettons pas, en tout cas on est sur une histoire de 2 sites avec une maladie chimiosensible, pourquoi pas, ils peuvent être éventuellement éligibles à une stratégie curative. Et bien sûr, pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur Swadra tout à l'heure, à défaut d'avoir une chip, si on fait une chirurgie de cytoréduction, R0 dans certains cas, suivi d'une chimiothérapie systémique, on peut obtenir des résultats qui sont assez intéressants. Et donc même dans notre contexte, il ne faut pas baisser les bras. Et en tout cas, ça fait au moins une courbe d'apprentissage dans le sens d'une implantation de la chip ultérieurement. Lorsqu'on est en situation palliative,
d'abord, vous, en tant que chirurgien, ça vous intéresse, parce que vous êtes les premiers à discuter avec ces malades, puisqu'en général, les malades avec carcinose péritonéale passent souvent par la case chirurgien, et donc vous êtes censé discuter avec eux. Vous participez aussi activement aux réunions pluridisciplinaires. Lorsqu'on est en situation palliative, alors il est clair que la chimiothérapie donne de moins bons résultats que les maladies colorectales métastatiques, notamment au foie, qui font office un peu de comparateur général. Et lorsque vous voyez donc sur la diapositive, avec une chimiothérapie de première génération, donc une monochimiothérapie sur la maladie péritonéale, donc en situation palliative, on est à 12 mois. Pareil pour les malades qui ont d'autres types de stade 4. Mais l'écart se creuse assez rapidement puisque la maladie hépatique a profité de l'avènement des thérapies de troisième génération, donc oxaliplatine, irinotecan, puis par la suite de thérapies ciblées, notamment anti-angiogéniques comme le BEVA. Et vous voyez qu'autant la maladie péritonéale stagne à moins de 20 mois, autant on est à 24, 30 mois, voire même 34, 35 mois, 36 mois dans les nouvelles essais thérapeutiques avec donc les thérapies anti-angiogéniques. Je tiens juste à ouvrir une parenthèse. Assez lâchement, la maladie péritonéale n'intéresse pas beaucoup l'industrie pharma. Et quand il y a des essais thérapeutiques, des nouvelles thérapies, en général, même si ce n'est pas dans les critères d'exclusion, on s'arrange pour qu'il y ait une majorité de maladies métastatiques au foie. D'abord parce que effectivement c'est assez, comme le disait tout à l'heure Marc Pocard, assez facilement évaluable. On est sur des lésions mesurables et évaluables, mais aussi parce qu'on n'a pas trop envie de plomber le pronostic et éventuellement d'avoir de bons résultats comme le voudrait bien sûr le promoteur de l'essai clinique. Alors, lorsqu'on compare la réponse à la chimio pour les malades qui ont une carcinose péritonéale versus les autres sites, comme vous le voyez, de façon générale, c'est moins bon. Première génération, c'est moins bon. Drogue de chimiothérapie de troisième génération, c'est moins bon. Thérapie ciblée, c'est pas sur les diapositives, mais c'est moins bon aussi. Chimiothérapie intensive type folfirinox avec l'irinotecan et l'oxaliplatine, c'est moins bon aussi. Alors vous allez me dire, est-ce que ça mérite que quand même on les traite lorsqu'on est en situation palliative? Je pense que oui, puisque lorsqu'on prend des données rétrospectives, même s'il y a un seul essai qui s'était intéressé vraiment au devenir des malades qui ont une métastase, des métastases péritonéales et qui n'est inclus que ce type de malade, par rapport à ne pas traiter du tout, traiter avec une chimiothérapie et surtout une bithérapie optimale améliore quand même la survie sur des données, on va dire, de faible niveau de preuve. Mais tant qu'à faire, il vaut mieux quand même les traiter, même si on n'a pas vraiment d'idée sur l'impact réel en termes de qualité de vie. Je dirais en se basant seulement sur l'expérience clinique. Ils ont une évolution en V, une amélioration relativement, comme pour les autres sites métastatiques, puis une dégradation relativement assez rapide qui vient en général rendre quasiment impossible la poursuite de la chimiothérapie, notamment par les troubles digestifs type occlusion ou subocclusion. Alors les thérapies ciblées anti-angiogéniques, notamment le bevacizumab, on en a beaucoup parlé. Alors du côté du chirurgien, donc bien sûr il y a la question du pronostic, mais aussi est-ce que ça aggrave le risque de perforation? Est-ce que si l'oncologue médical met de l'Avastin, est-ce que vous risquez pas d'avoir à gérer des malades qui perforent et qui vont revenir vers leur chirurgien? Là encore, on a plutôt des séries prospectives, mais non comparatives en fait non randomisées, on va dire, avec un nombre de malades relativement assez faible. On a des séries relativement assez hétérogènes, côlon, rectum, métastatique, plus ou moins la tumeur primitive qui est réséquée, plus ou moins donc un nombre de sites métastatiques entre 2 et 3 en moyenne. Et lorsqu'on voit donc les résultats en termes de survie, ces nouvelles thérapies améliorent le pronostic, mais lorsqu'on fait la projection sur les 50% de survivants, on est sur des médianes qui sont largement inférieures à celles qu'on voit encore une fois avec une maladie ganglionnaire ou hépatique métastatique. Pour ce qui est des perforations, encore une fois faible niveau de preuve, mais il semble que le bevacizumab n'augmente pas le risque de perforation chez les malades qui ont donc une maladie péritonéale non symptomatique. Parce que si on creuse un peu plus, un malade qui a un syndrome subocclusif qui évolue à bas bruit, des douleurs abdominales, en tout cas qui se plaint d'une symptomatologie assez bruyante au niveau de son abdomen, c'est vraiment pas les bons cas pour une thérapie ciblée anti-angiogénique. On risque d'avoir de la casse. Pseudomyxome péritonéal, ça a été donc détaillé en long et en large.
Bon, je voulais juste dire qu'effectivement, entre le bas grade et le haut grade, il n'y a pas photo. On a une survie qui est complètement différente. Alors, dans le bas grade, il n'y a pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin d'un traitement additif de chimiothérapie. En tout cas, pas réellement, parce que ça n'améliorerait pas le pronostic tant que ça. En plus, la maladie mucineuse, lorsqu'on l'attaque par voie systémique, c'est pas la meilleure façon. Alors, comme le PET qui ne fixe pas, c'est la chimio aussi qui ne diffuse pas très très bien. Lorsqu'on a une maladie de haut grade, là, on discute une chimiothérapie. Bon, je voulais juste pousser un petit coup de gueule pour dire que j'ai déjà vu en RCP, on l'a vu tous, des malades qui ont un simple mucocèle appendiculaire réséqué qui ont reçu de la chimiothérapie adjuvante. C'est absolument horrible. Alors peut-être après l'oncologue va dire c'est moi qui l'ai guéri, c'est pas le chirurgien. Mais en tout cas, voilà. Donc il faut vraiment sélectionner les malades et ne pas partir sur cette histoire de mucocèle appendiculaire avec une chimiothérapie. La place, elle est très très limitée. On la discute bien sûr en cas de pseudomyxome péritonéal avec une résection incomplète et effectivement on a des données plus en faveur du FOLFIRI pour des raisons notamment de tolérance, le FOLFOX, comme ça a été détaillé tout à l'heure par Marc Pocard et Hindlem Rapti. Traitement symptomatique, alors je vais bassiner un peu avec les traitements symptomatiques, même si c'est pas ce qu'aiment les chirurgiens en général. Bon, c'est plutôt le côté médical, mais on peut en discuter relativement assez rapidement. C'est des malades qui évoluent en définitive vers de la subocclusion, l'occlusion, l'acide, dénutrition et vomissement, qui reviennent voir leur chirurgien. En général, ils l'embêtent. Alors après, ça fait des discussions au téléphone entre le chirurgien et l'oncologue. Le réanimateur, je ne sais plus s'il est encore dans la salle, mais en général, il dit c'est votre business, je ne gère pas. Voilà, donc même quand ils sont en soins palliatifs. Alors du côté des traitements médicaux, on a beaucoup des prescriptions, notamment en médecine générale par rapport aux patients qui ont de l'acide, de l'aldactone. L'aldactone, il y a des données comme quoi il agirait avec plus ou moins d'efficacité chez les malades qui ont à la fois une acide, mais plutôt une atteinte hépatique, notamment par donc, une hypertension portale. En tout cas, c'est pas ce qui est le plus efficace. La ponction d'acide, elle est souvent itérative. Des fois, on l'a fait avec un repérage pour éviter de massacrer le patient. On revient à la notion de qualité de vie. Chimiothérapie intra-acétique, pas d'intérêt. Il y a quand même une AMM d'un anticorps monoclonal qui est le CATU, donc qui a eu donc une AMM sur une étude phase 2, phase 3, qui a montré juste que ça prolonger le délai entre donc les ponctions d'acide. Sincèrement, je n'ai pas de courbe d'apprentissage sur cette molécule. Je suis incapable de vous donner un feedback personnel. En tout cas, son utilisation n'est pas très développée. Laisser un cathéter en place, l'idée peut paraître séduisante, mais il y a un risque infectieux qui est majeur. Alors pour ce qui est de l'occlusion, évidemment, il ne faut pas sauter sur la chirurgie de ce type de malade et vraiment la réserver à des malades qui ont vraiment une carcinose peu étendue, pas d'acide, des patients qui sont en excellent état général, plutôt jeunes. Sinon, nous, de notre côté, on a tendance à les mettre en condition, donc à éviter l'alimentation par voie orale, à faire de la supplémentation parentérale. Corticothérapie à forte dose, même si les études sont plutôt négatives. Alors vous allez me dire pourquoi vous la faites si les études sont négatives. On la fait parce qu'on n'a pas d'autre solution et c'est très difficile de rester en face du patient, ne rien lui proposer. Quoique, on a l'impression qu'il y a des malades qui répondent à la corticothérapie ou alors peut-être c'est juste l'évolution un peu en dents de scie de cette subocclusion, c'est possible. Sonde nasogastrique, on évite de la mettre, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, sauf vraiment lorsqu'on a une occlusion haute, bruyante, et on laisse cette sonde vraiment de façon très courte. En tout cas, on a tendance à rediscuter au bout plutôt de 24-48 heures, je dirais plus 48 heures, et discuter l'octréotide, donc soit sous forme d'octréotide, soit sous forme de somatuline LP. Dans le service, on a tendance à le faire plutôt pour les malades qui sont vraiment qui ont un syndrome occlusif réfractaire aux thérapeutiques type corticothérapie. Antisécrétoire, morphinique, scopolamine, donc pour réduire la sécrétion, se discute au cas par cas, mais ils sont en général d'utilisation assez courante. Alors les prothèses métalliques expansibles, bon, à l'Institut national d'oncologie, on n'a pas une grande expérience. Nous, les oncologues, on n'aime pas trop lorsque c'est fait au début de la maladie, pour la simple raison que ce qui dit prothèse dit pas de bevacizumab. Or, comme c'est l'une des drogues majeures dans le cancer colorectal, ça nous dérange particulièrement. Donc, on ne préconise pas la pose d'une prothèse. Maintenant, en fin de vie, chez un patient qui a déjà donc un long parcours derrière lui, qui va pas recevoir une thérapeutique anti-angiogénique, why not? Ça peut se discuter, bien sûr. Et je pense que les gastros pourront vous en parler mieux que moi.
Et pour conclure, bien sûr, donc c'est une prise en charge qui doit être adaptée à l'étendue, à l'origine de la carcinose et aussi à son évolution. Mais je pense qu'on a une courbe d'apprentissage, notamment par rapport à la CHIP et par rapport justement à ces patients qui sont en situation curative, qu'on pourrait développer ensemble. Je suis sûr qu'on y arrivera très bien. Et je vous remercie. Bien, merci Sabel. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, M. Pocard. Merci pour la présentation que j'ai trouvée très bien, très synthétique, très claire. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez développé l'utilisation de l'histologie post-opératoire pour discuter la chimiothérapie que vous allez mettre après? Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de discussions Oui, tout à chez fait. nous. Tout le monde n'est pas sûr que c'est bien et je voulais votre avis là-dessus. Alors, on a tendance souvent à discuter sur effectivement l'anapathe post-opératoire. Très souvent, très très souvent. On a la chance d'avoir une équipe d'anapathes plutôt très bonne à l'Institut national d'oncologie. Alors pour la simple raison qu'on a des fois des grosses surprises en termes d'anapathes et on a tendance aussi à essayer d'utiliser au maximum le marquage par immunohistochimie pour être encore un peu plus sûr du diagnostic. Voilà. Oui, c'était par Oui, rapport oui, à la réponse à la chimio néoadjuvante. Non, non, mais oui, oui, parce tout à qu'il y a, fait. il y a des histologies dans les métastases hépatiques où j'ai l'impression que les pathologistes sont d'accord Oui, et oui, tout par à contre fait. dans les carcinoses, visiblement, ils sont pas tous d'accord. Non, Donc non, oui. c'était d'accord, mais c'est bien, bien.